Bonjour à tous les poulpes académiciens, bienvenue dans cet épisode 10 de la pause Allez, café. encore un nouveau truc. Ouais, on essaie toujours pas décider sur le nom. Donc si vous êtes inspiré et que voilà, vous voulez partager, allez-y. Donc si vous avez galéré à trouver, parce que j'ai eu des retours comme quoi vous avez galéré peut-être à trouver notre podcast en rediffusion, donc tapez sur Google Académie de la qualité efficace, Académie de la qualité efficace, et je vous garantis que si vous ne trouvez pas, c'est que vous n'avez pas de connexion internet. Aujourd'hui, je suis avec Arnaud. Arnaud, comment ça va ? Ça va bien, salut Paul-Adrien, bonjour à tous. Voilà, moi je suis le chat, donc n'hésitez pas à intervenir en direct, à poser vos questions sur le thème du jour. Donc comme d'habitude, il y avait Romain, mais comme d'habitude, il a perdu sa connexion. Faut toujours qu'il y en ait un route. qui bug. donc cette fois, on est deux, quoi. Donc, aujourd'hui, on va parler, mon petit Arnaud, de la criticité, mais plus particulièrement des critères d'évaluation de la criticité, à savoir la détectabilité, l'occurrence et la gravité. Le mode God. Le mode God. Alors, en parlant du mode God, j'ai fait un petit résumé de l'épisode précédent. Premier point important, pourquoi il faut évaluer la criticité des déviations ? Eh bien, c'est pour adapter l'effort d'investigation. Donc, le but, c'est de mettre l'énergie et le temps sur les problèmes graves et ne pas en perdre sur les problèmes qui sont pas très graves. Moins grave. Moins grave, un impact limité. Donc la difficulté de l'exercice, c'est de trouver le bon curseur pour éviter de mettre trop d'efforts partout, parce que soit on peut se faire submerger par un petit nombre de déviations où on est en train de se noyer dedans, c'est si on investit tout à fond, ou alors pas assez mettre d'efforts et finalement se faire submerger par un trop grand de nombre de déviations dû à la récurrence, parce que finalement on a mal traité nos causes. Et donc on en vient justement donc en résumé, l'évaluation de la criticité sert à rien si elle n'est pas couplée à une méthode d'investigation adaptable. Et donc on en vient justement à ce fameux God Mode qui n'est rien de plus que la gravité, occurrence, détectabilité. Et donc on avait commencé. Ça me fait tellement penser à Doom. Ouais, et donc on avait commencé à évoquer le fait que ces trois critères doivent être soigneusement définis en fonction du contexte de l'entreprise ou du site, avec des grilles détaillées afin de faciliter la prise de décision, parce que si on n'a pas suffisamment cadré ça, finalement on va pas avoir de décision répétable et c'est finalement la porte ouverte à faire des investigations lourdes sur des petits trucs, parce qu'à cause de la perception individuelle des personnes ou de l'appétence individuelle des personnes sur les sujets. On avait aussi parlé du fait d'avoir un comité justement pour pouvoir utiliser ces outils pour justement diminuer l'interprétation personnelle en fonction de l'appétence des personnes. Exactement, voilà, ouais. Ou de la peur. De prendre cette décision à plusieurs, quoi. Alors, on a évoqué ces trois fameux critères, gravité, occurrence, détectabilité. Et donc, je te propose aujourd'hui de commencer par la détectabilité. Alors, comment est-ce qu'on définit ça, mon petit Arnaud, la détectabilité ? C'est facile, la détectabilité, c'est comment est-ce qu'on a détecté le problème, déjà, pour faire simple. Et en fait, pour moi, donc on va vouloir classer la détectabilité en 3 niveaux. Bonne détectabilité, détectabilité moyenne et détectabilité faible. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on met derrière, quoi ? Qu'est-ce qu'on met derrière ces 3 niveaux ? Alors, commençons par la détectabilité faible, c'est le plus simple, C'est un événement qu'on a détecté par hasard, complètement, et qu'on aurait pu ne pas détecter du tout, en fait. Donc, c'est un gros coup de chance si on a détecté cet événement. Et imaginons qu'on soit sur un événement qui en plus a une gravité importante et une détectabilité faible, waouh, ça fait peur, quoi. Ça veut dire que potentiellement, ce truc-là, il serait parti sur le marché avec un gros problème, quoi. Par exemple, sur la maintenance annuelle, on démonte un tuyau de NEP, un tuyau de NEP sur un équipement ou un tuyau, et du coup, on trouve 3-4 poudres différentes dedans, quoi. Là, Là, c'est Exactement. là où c'est de la folie, quoi. Par contre, il y a, mon petit Arnaud, un exemple il y a un truc qui fait pas mal débat, qui est toujours ouvert, je pense, c'est
la détection par l'analyse. C'est-à-dire que voilà, finalement, il y a le problème et on le détecte lors de l'analyse. Donc, il y a OS, boum. Parce que là, finalement, Ouais. l'analyse, tu l'as fait à chaque fois. Bah oui. Oui. Donc, est-ce que ça, finalement, ça va pas... Ah oui, ça arrive un peu tôt, mais c'est pour la détectabilité moyenne. Alors, pour introduire ça, comment est-ce qu'on Bah, pas fait la détection? forcément, pas forcément. Déjà, je trouve que les OS, en fait, on peut pas appliquer forcément le même God mode dans le sens où justement, les OS, c'est systématiquement une bonne détectabilité quelque part, parce qu'on a mis en place des moyens de contrôle qui sont là pour contrôler nos produits et qui sont Mm. là pour détecter si on a été bon ou pas, quoi. Donc ça marche pas. Et je pense que sur les OS, on peut pas appliquer bêtement les outils de décision d'une déviation. Et d'ailleurs, c'est pas le cas, hein, on n'applique pas bêtement, puisqu'en règle générale, quand on a un OS, on fait toujours une primo-investigation au niveau du QC, selon les cinquièmes, hein, grosso modo, pour voir si c'était un problème lors de l'analyse ou pas. Et du coup, là, pour moi, c'est pas applicable le God Mode à un OS, tout simplement. Et l'OS, il a aussi une autre particularité qui est assez intéressante, c'est que le danger égale le risque égale l'impact. Donc le danger, Eh ben voilà, le oui. produit il est non Mm. conforme à l'analyse. Le risque, c'est que le produit il est non conforme. Et l'impact, c'est que le produit il est non conforme. Voilà, exactement, exactement. Donc toute cette démarche qu'on présente depuis quelques épisodes ne s'applique pas aux OS, tout simplement. Mm. Mais alors, On pourra faire des sessions post-café sur les OS, hein, mais c'est pas le sujet. Et du coup... Et du coup... Ça va, Tintin? Et du coup, ouais, donc tu me posais la question, c'est quoi une détectabilité moyenne alors? ouais, Pour moi, il y a deux cas. Il y a le cas numéro un, c'est on détecte l'événement par un contrôle qui est aléatoire. ouais. C'est-à-dire qu'on a un moyen de contrôle, mais il est aléatoire. C'est un picking, ça peut être lors d'un audit interne. Et en fait, en faisant ce contrôle aléatoire, on détecte un problème, mais potentiellement, on aurait fait le contrôle aléatoire le lendemain, on l'aurait peut-être pas détecté. Mhm. Donc ça, c'est moyen. La Ça, c'est chance. un premier niveau de moyen. Ouais. Il y en a un autre. Il y en a un autre, c'est souvent dans les process, malheureusement, on a plusieurs moyens de contrôle. C'est-à-dire, sur un Heureusement. même point, on va avoir plusieurs. Oui, oui, parce que moi je dis malheureusement parce que dans un sens, ça veut dire qu'en fait, les moyens de contrôle fonctionnent pas forcément très bien. Et en Mhm. fait, c'est justement si on a détecté notre événement lors d'un moyen de contrôle qui est déjà prévu, mais il y a d'autres moyens de contrôle en amont qui sont aussi prévus et qui n'ont pas détecté le problème. Pour moi, Mhm. ça c'est moyen. Donc peu C'est-à-dire importe le qu'on a un nombre défaut de contrôle de détection, quoi. Donc peu importe le nombre de moyens de contrôle, à partir du moment où on l'a détecté, mais qu'il y a il y a un ou plusieurs autres moyens de contrôle qui ont foiré avant, du coup détectabilité moyenne. Exactement. Exactement. Et c'est là où du coup c'est là où j'avais ce problème avec les OS, c'est que sur tous les problèmes qui vont qui vont être autour de la formulation par exemple, finalement ça sera détecté derrière forcément par l'analyse quoi. Enfin forcément. Oui, oui ou Et non, donc là, tu mais seras forcément sur une détectabilité moyenne, quoi. Parce que du coup, il y a le gars qui a, imaginons, prenons le cas de quelqu'un qui a oublié de mettre un sachet mettre un conteneur de poudre. Enfin, tu vois, il n'avait pas été livré. Le gars, il a mis ses 3 trucs au lieu de ses 4. Donc, il manque un certain nombre, enfin, une certaine quantité de matière. Là, premier contrôle, du coup, à sa réconciliation, il ne se rend pas compte. Dans son dossier de l'eau, il ne se rend pas compte. Le produit, hop, il passe à l'étape suivante. Relecture du dossier de l'eau, elle n'est pas encore faite, par exemple, parce qu'il y a du retard sur la relecture du dossier de l'eau. On fait bah, l'analyse, et là, par bing, exemple. il y a, et là, bing, il y a trop d'API, donc 121%, je sais pas, 121%, Ouais. parce qu'il manque un conteneur. Et donc là, effectivement, détectabilité finalement moyenne. On l'aurait détecté de toute façon dans tous les cas à cause de l'analyse, mais il y a 3-4 Mm. moyens de contrôle qu'ils ont foiré avant celui-là, quoi. Exactement. Et du coup, on a le dernier niveau qui est la bonne détectabilité. Premier point, c'est l'événement qui est détecté par le premier moyen de contrôle qui est prévu pour contrôler ce point-là. Alors certains me diront ouais, mais ça se trouve ça aurait pas marché la fois d'après, on aurait pu ne pas le voir à ce contrôle. Ok, bon,
à un moment donné, on analyse un événement sur la base de faits. D'accord ? Le fait est ici qu'on a un événement qui s'est produit, qu'on a détecté au premier moyen de contrôle. Donc ça sert à rien de dire on aurait pu ne pas le détecter. On a ce moyen de contrôle qui a fonctionné. Voilà. Donc ça c'est fort. Ensuite, on a un événement qui a été détecté par un contrôle aléatoire, un peu comme le moyen, sauf qu'en fait ce contrôle aléatoire, il arrive avant le premier moyen de contrôle qui est prévu sur ce point-là. Et donc en gros, je sais pas moi, on fait un contrôle aléatoire, je sais pas, on fait un tour de la zone de matière première, on se rend compte qu'il y a une erreur d'étiquetage, mais la matière première n'est pas encore engagée. Et au moment où on aurait dû l'engager, il y a un contrôle des étiquettes, on aurait pu le détecter à ce moment-là, mais là c'est un contrôle aléatoire qui est avant le premier moyen de contrôle qui est réellement prévu pour ça. Et le dernier, je l'adore. Ouais. C'est l'événement qui, par sa nature même, est forcément détectable. Et ça, j'ai un exemple, moi, qui m'a marqué. C'est un jour de forte pluie. Il y avait un problème d'isolation du toit et il y a de l'eau qui coulait dans la zone de prod. Et en plein milieu. Donc, c'était obligé qu'on le voit, en fait. Et du coup, mais par nature, en fait, c'était obligé qu'on le voit. On pouvait pas ne pas le voir. Ouais, bah là, du coup, alors voilà, le produit qui s'est déversé par terre dans la zone, c'est. Ouais. Voilà. Exactement. Ouais, voilà. Tout à fait. Donc là, finalement, dans la détectabilité, on voit qu'on prend l'ensemble des cas de figure. Donc là, pour la détectabilité, en général, ça se passe plutôt bien. Quand on applique cette grille, il n'y a pas trop de challenge. Hein. Donc soit c'est détecté, donc détectabilité forte, c'est détecté par le premier contrôle, c'est détecté par un contrôle aléatoire avant le premier contrôle, ou c'est par nature détectable. Détectabilité moyenne, c'est détecté par un contrôle en place, mais il y en a un ou plusieurs qui a foiré avant. Et détectabilité faible, c'est détecté par hasard complètement. Donc il y avait une chance de pas le voir, quoi. Enfin, et ça se trouve, il y en a avant qu'on n'a pas vu. Exactement. Bien résumé. Et si je pouvais rajouter, je pense que ces critères, et d'ailleurs quand on intervient sur les sites, c'est le cas, ces critères, on les modifie jamais. Quel que soit le site, la détectabilité, c'est les mêmes. Quel que soit votre type de production, quel que soit vos activités, ces critères-là, ils sont les mêmes. Et quand on intervient sur des sites, nous, sur ces sujets-là, ces critères-là, on les touche jamais. Ouais. Et tout le monde est d'accord. Tout le monde est globalement toujours d'accord avec, quoi. Alors, je te propose de prendre une minute pour parler du bootcamp. Parce que du coup, on lance notre bootcamp. Donc là, tout ce qu'on dit depuis quelques épisodes, depuis un moment, hein, depuis 5-6 épisodes, donc, qu'on va continuer à dire pendant longtemps. Et bien du coup, on lance un bootcamp qui va se dérouler plutôt vers juin, hein, où je te laisse expliquer, Arnaud, parce que t'as l'air de t'impatienter sur ton clavier. Ouais. Non, mais voilà, du coup, effectivement, l'idée, c'est d'apporter une solution pour aider les sites, sans forcément rentrer dans un projet accompagné par des consultants pendant des mois, etc. Et en fait, on organise ce bootcamp sur 3 jours et demi, avec comme objectif pour les participants de redéfinir plusieurs choses, hein, les outils de décision pour le site, mais aussi retravailler sur les rôles et responsabilités qui soient adaptés à l'organisation de votre site dans le process déviation, restructurer la méthode d'investigation en adaptant, comme on l'a dit, l'effort au niveau de risque. L'objectif aussi, c'est de construire l'ensemble des outils pour piloter efficacement au quotidien les déviations et les CAPA, structurer l'ensemble de la nouvelle procédure de traitement des déviations, hein, ensemble, et en gros repartir de ces 3 jours et demi avec un plan d'action, son pilotage, les moyens pour déployer, comment accompagner les gens sur le site, et voilà. Donc c'est vraiment, en gros, c'est un projet de conseil spécifique aux déviations en accéléré,
Et c'est surtout l'objectif pour vous, c'est que nous, on passe du temps avec vous. Donc c'est vrai qu'on va limiter le nombre de participants. Parce que si on fait un bootcamp où il y a 20 ou 30 participants, si jamais il y a 20 ou 30 participants, on passera jamais assez de temps avec les uns et les autres pour construire les choses vraiment adaptées à votre site. Alors que ce qu'on veut, c'est que vous repartiez de là avec les éléments prêts à déployer. Et puis après, on vous suit au téléphone, on peut discuter sur votre déploiement. Mais en tout cas, voilà, que vous ayez vraiment le truc tout prêt. Et donc, on va limiter ça à 5 sites différents. Et puis du coup, finalement, du benchmark entre les sites. Exactement, de l'échange entre les sites, du partage. Ouais. Et ce que tu as oublié aussi, c'est aussi toute la méthode de pilotage du processus déviation, les KPI, etc. Je l'ai dit. Construire l'ensemble des outils pour piloter efficacement les déviations et les CAPA. Quand tu l'as dit, c'était plus... Bon, bref. Voilà. Ok. Non, mais oui, voilà, c'est pas que le process, c'est aussi comment on le pilote. En fait, comment on l'anime, comment on le fait vivre. Et donc, en gros, que vous ayez tous les éléments pour avoir un process qui fonctionne, qui soit efficace sur votre site, en prenant en compte l'organisation, les personnes, les outils, le pilotage, etc. Allez, donc le lien est disponible là, dans les commentaires. Ah oui, je vais le mettre dans les commentaires. Et donc, c'est bon. on va parler maintenant... ça suffit pour le commercial. Et on va maintenant parler de quelque chose qui fait un peu plus débat. C'est l'évaluation de la fréquence ou de l'occurrence. Ça dépend de ce qu'on dit. Ouais, moi, je préférais occurrence parce que sinon, ça fait pas God mode. Et donc, alors, qu'est-ce que c'est déjà cette fameuse évaluation de l'occurrence? L'évaluation de l'occurrence, c'est de regarder combien de fois l'événement s'est déjà produit. Et alors, je dois dire que ces dernières années, ça a un peu évolué là-dessus, mais moi, je me rappelle, il y a 5-6 ans en arrière encore, ça s'est produit 3 fois sur un an, c'est récurrent. Mais en fait, si c'est un truc que tu fais déjà que 3 fois par an, oui, ça peut être récurrent. Si c'est un truc que tu fais tous les jours et que tu fais 365 fois par an, 3 fois sur 365, c'est différent que 3 fois sur 3. Et donc, pour moi, l'élément d'entrée pour évaluer la récurrence, c'est de se poser la question sur quelle fréquence se fait l'activité sur laquelle s'est produit l'événement. Est-ce que c'est quelque chose que je fais plusieurs fois par jour? Est-ce que c'est quelque chose que je fais une fois par semaine? Je sais pas, les nettoyages des locaux, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose que je fais une fois par mois, trimestriellement, une maintenance d'un équipement, ou semestriellement, annuellement? Parce que tout ça, ça va jouer, en gros, pour bien évaluer la récurrence. Encore une fois, 3 fois sur 3, c'est récurrent. 3 fois sur 365, c'est pas si récurrent que ça. Donc intégrer la fréquence la fréquence de l'action dans l'évaluation de la fréquence du problème. Donc c'est très important pour pouvoir avoir justement pour pas s'enterrer, parce que c'est vrai que un truc que tu fais 10 fois par jour, tu as vachement plus de chances de te tromper. Alors effectivement, c'est important ça dépend de tout, mais il faut le traiter. Mais du coup, effectivement, ça va pas être. Il va vraiment falloir regarder sur l'ensemble des fois qu'on le fait. Alors, il y a une vraie question que les gens se posent, c'est est-ce qu'on regarde... Alors, quel périmètre on choisit? Est-ce que du coup, par exemple, si le problème il est arrivé sur une ligne, est-ce qu'on va regarder tous les événements sur cette ligne, sur le site, sur le... Quel périmètre on va choisir finalement? Moi, je peux pas répondre à cette question. Je peux pas répondre à cette question. Non, et c'est ce qu'on dit dans nos formations. En fait, ça dépend de chaque événement. Et au bout d'un moment, nous, on donne des aides, des outils, de la méthode. Mais derrière, il y a quand même des gens qui doivent se positionner. Et chaque événement est vraiment très différent. Et du coup, il faut regarder ça plus dans le détail. Si l'événement, c'est quelque chose qui est lié à l'équipement d'une ligne, peut-être que oui, on va regarder plutôt sur la ligne. Si par contre c'est lié à, je sais pas, les boîtes qui sont liées à ce produit-là, là on va regarder plutôt ce produit-là. Donc on peut pas donner une réponse ferme et définitive sur cette question-là. Une autre question également qui sort régulièrement, c'est est-ce que finalement on regarde la fréquence par rapport
à la cause ou par rapport au danger? Le problème, c'est qu'au moment où tu appliques ta matrice, tu n'as pas la cause. T'as rarement la Voilà, cause. tu n'as rarement la cause. Et du coup, il vaut mieux regarder au danger. Parce que forcément, si tu pars sur la cause, à moins que tu décides d'analyser ta criticité après avoir trouvé ta cause, mais là, ça n'a plus trop de sens, puisque l'objectif, c'est d'adapter l'effort d'investigation. Mais après, vas-y, il y a un truc, moi, qui me saoule. C'est mon petit Vas-y. coup de gueule. En fait, les gens, parce qu'après, on dit, ouais, mais c'est compliqué de retrouver les trucs, machin, dans l'historique. Quand on est sur des activités quotidiennes, les gens, ils connaissent les points qui sont récurrents. On le sait. Fondamentalement, les gens, ils savent les trucs qui les emmerdent au quotidien et qui reviennent régulièrement. Il n'y a pas de débat. Je me rappelle d'un site où il y avait des déviations parce qu'il y avait des délais de stockage de poudre qui étaient dépassés. Bon, bah voilà, tout le monde le savait en fait. Tout le monde le savait que c'était récurrent parce que ça arrivait un lot sur deux. Bah, je suis d'accord après, mais des fois il y a des trucs un petit peu plus, justement, surtout sur les événements qui vont être sur les actions qui vont être moins fréquentes. Là, ça te pose la question quand même. C'est un truc que tu fais une fois tous les mois, de savoir que ça s'est passé deux, trois fois en début d'année, et si tu es en fin d'année, tu sais, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est là où c'est quand même pas mal pertinent de regarder quand même par rapport à tes historiques de choses. Par contre, effectivement, sur les actions que tu fais 3-4 fois par jour, là, du coup, effectivement, les gens, ils savent que, ouais, non, mais ça arrive tout le temps, laisse tomber, c'est trop chiant. Surtout en ce moment, ça fait une série. Voilà. Et par rapport à si on doit le faire sur le danger ou sur la cause, moi, je pense qu'il faut vraiment le faire par rapport au danger, enfin, au quoi. Et en fait, régulièrement, c'est faire des analyses sur les causes déterminées. Donc, tu prends toutes les causes que tu as trouvées, toutes tes déviations, et là, tu fais un Pareto sur les causes, et là, tu regardes où tu en es par rapport aux causes que tu as trouvées. Et là, c'est super intéressant parce que tu vas pouvoir faire une évaluation de l'efficacité de tes CAPA. Exactement. Bah, c'est comme ça, à mon sens, que c'est pareil. Alors, on n'en est pas encore là, mais définir comment on va mesurer l'efficacité des CAPA, CAPA par CAPA, pour moi, c'est un non-sens, en fait, parce que c'est jamais bien fait. Et en vrai, le seul moyen de bien évaluer l'efficacité des CAPA, c'est de faire des analyses de récurrence de causes 2-3 fois dans l'année, quoi. Ouais, ça c'est vrai. Bah oui, Et ça, d'ailleurs, je pense que tu peux arriver à le défendre. Il faut bien le documenter, mais je pense que tu peux arriver à le défendre pendant une inspection en disant, bah voilà, comment vous évaluez l'efficacité de nos CAPA. Bah, on fait on fait des études sur la fréquence des causes et on regarde comment ça se modifie d'une fois sur l'autre, quoi. Alors, du coup, comment est-ce qu'on construit cette matrice de fréquence? Eh bien, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre, au final, sur votre matrice, donc de définir une fréquence sur une activité journalière, une fréquence sur une activité hebdomadaire, une fréquence sur une activité mensuelle, trimestrielle, annuelle. Et là, vous déterminez si, par exemple, si je prends l'exemple d'une activité qui va être mensuelle, faible, ça serait que l'événement s'est produit 1 à 2 fois sur un an, pour une activité mensuelle. Moyen, ça serait par exemple que l'événement s'est produit 3 à 4 fois sur un an. Et fort, ça serait que l'événement s'est produit 5 fois ou plus sur un an. Et si je le mets par rapport à une activité journalière, là on pourrait se poser la question de regarder seulement par rapport aux 2 derniers mois. Donc faible, ça serait que ça s'est produit 1 à 2 fois sur les derniers mois. Moyen, ça serait que ça s'est produit 3 à 4 fois sur le dernier mois. Et fort, ça serait 5 fois ou plus sur les derniers mois. Et donc après, il faut aussi faire penser aux activités qui vont pas être qui vont être répétées sur une période donnée, mais pas sur l'année entière. Par exemple, on va faire une campagne de 15 lots dans l'année. Donc là, on va en faire 15, mais sur une période très courte. Et finalement, on va faire le truc beaucoup de fois sur une période courte. Et là, en fait, ce qu'on peut définir, c'est des pourcentages de fois sur la période. Par exemple, si on considère les 15 lots, donc sur les 15 lots, ça s'est produit moins de 10% des fois, et du coup, on va dire que c'est faible. Si sur les 15 lots, ça s'est produit entre 10 et 30% des fois, ça va être moyen.
Et si sur les 15 lots, ça s'est produit plus de 30% des fois, bah, ça va être fort. Et ça, du coup, ça va permettre finalement une évaluation de la fréquence, quel que soit le cas, dans lequel on se trouve. Donc, j'allais conclure, mais finalement, on va pouvoir passer la question. Donc, une petite question d'auditeur qui dit « Bonjour, sur mon site de 300 personnes, nous avons aux alentours de 1500 déviations par an, dont 95% qui sont mineures, 4% majeures et moins de 1% critiques. Que pensez-vous de cette répartition ?» Eh ben, moi, je pense comme ça, de prime abord, qu'il y a peut-être un problème de triage entre événements et déviations, et qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui rentrent en déviation qui ne sont pas des déviations. Parce que, alors, après, c'est comme ça. En vrai, ça mériterait d'être regardé dans le détail, hein, mais Évidemment, là, il faut les donner, mais là, comme ça, exactement, exactement. Mais comme ça, là, d'un point de vue benchmark, ce qu'on voit habituellement sur les sites, on est à 75% de mineurs. 20% de majeurs, 5% de critiques, grosso modo, quoi. Donc 90 ou 95, je sais plus combien tu m'as dit, % de mineurs. Pour moi, il y a un truc à creuser et potentiellement, ça serait le triage entre événements et déviations qui fonctionne pas bien et on ouvre plus de déviations que nécessaire. on ouvre des petites déviations de traçabilité. Par Euh, exemple, avec une resensibilisation en CAPA. euh, et il y a un truc intéressant aussi à faire, c'est regarder le nombre de déviations par lot. Si Ah ouais, il y a plus de 2 déviations par lot, là, à mon avis, parce que ça là, du dépend coup, des produits. Et ça dépend là, je vois, si tu es, ouais, c'est si t'es sur du ce que j'allais dire. développement, si... Mais là, je vois 1500 déviations pour un site de 300 personnes. Ça paraît comme ça beaucoup. Après, il faut voir le nombre de lots faits. Hein, ça, c'est très important. Ouais. Mm. Mais derrière, si on regarde quand même, enfin, ça dépend en quelle forme, etc. Mais si on regarde le nombre de déviations par lot et si vous faites plus de 30 lots par mois, globalement, Bah, ça 1500, ça fait quoi? Ça fait 120, 130 déviations par mois. Déjà, quand on mm. parlait de l'organisation l'autre jour, là, avec 1500 déviations par, par mois, par an, pardon, vous avez largement de quoi avoir des investigateurs dédiés. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est important de regarder. Et en plus, par lot, si vous voulez pousser plus loin, c'est voir combien est votre temps de cycle en fonction de la criticité de vos déviations qui impactent les lots. Ça, c'est trop bien. Et du coup, apparemment, il y aura une autre question dans le chat, Arnaud. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Bonjour, c'est là qu'on se rend compte que le traitement des devs est tout de même assez subjectif selon la façon dont l'investigateur creuse la cause, selon le délai et la charge de travail qu'on a, etc. Et sinon, que pensez-vous de la duplication des déviations? Si plusieurs lots impactés égale plusieurs déviations pour pouvoir libérer. Ah, pour moi, j'aurais tendance à dire, même si ça impacte plusieurs lots, c'est une seule déviation. Bah ouais. Bah, Ouais, ça, c'est parce que du coup, finalement, ça impacte plusieurs lots, mais l'idée derrière, c'est que le problème, c'est le même. Et donc, finalement, l'impact, du coup, l'impact, ça va être, enfin, l'impact, par contre, faut l'évaluer pour tous les lots. Je pense que c'est plus efficace de l'évaluer l'impact sur tous les lots dans la même déviation. Et derrière, par contre, l'investigation de la cause, vu que c'est le problème, il est unique. Et bah, du coup, ça va permettre de pouvoir l'investiguer qu'une seule fois, quoi. Après, de toute façon, ça va être un copier-coller dans exactement. toutes les autres déviations. Mmh. Après, on a un commentaire intéressant aussi. La recherche d'occurrence est particulièrement complexe car selon les personnes qui rédigent les déviations, les termes employés ne sont pas forcément les mêmes pour un même problème. Et ça, c'est bien vrai. Et d'autant plus, du coup, bah, en fait, c'est aussi pour ça qu'on disait que pour la récurrence des causes, en fait, il n'y a pas de remède miracle, hein, tant qu'on n'a pas nos intelligences artificielles intégrées dans le QMS qui pourraient vous sortir des choses intéressantes. Greg, si tu Bah, faut le m'écoutes. faire à l'intelligence humaine. Voilà, et regarder point par point et essayer de se faire son avis en fonction de nos conclusions pour pouvoir creuser. Par contre, la récurrence de danger, oui, effectivement, c'est pas forcément tout le temps simple. Mais en même temps, j'ai envie de dire que si vous basculez dans une occurrence moyenne ou forte, à mon avis, vous le savez déjà un peu. Même sur des activités mensuelles, hein, vous le savez déjà un peu, quoi. Après, moi, ce que je fais sur les Pareto comme ça, là, c'est que je me les farcis. Hein. Tu sais, tu fais ton extraction avec dedans le quoi, et puis après un peu l'explication, et puis la cause, et puis bah, tu prends une colonne, et puis tu. Après, c'est un truc qui marche bien, c'est que tu filtres par mots-clés.
Du coup, par exemple, si tu en as, je sais pas moi, si tu as 1000 déviations, tu vas pas te lire les 1000. Enfin, si tu prends, ça prendra beaucoup de temps. Par contre, ce que tu peux faire, c'est tu mets les mots-clés, hop, et du coup, ça te filtre 300, enfin, ça te fait un paquet de 300. Et là, du coup, tu les confirmes toutes rapidement que c'est bien ce que tu pensais, hop, et puis tu les classes sur un truc. Tu défiltres, tu refiltres sur un autre mot-clé, boum, tu les ajoutes. Et comme ça, petit à petit, tu peux arriver à avoir. Tu peux faire rapidement, tu peux passer toutes tes déviations et puis à la fin, il va te rester un paquet d'inexpliqués de 100 ou 200 et c'est là tu peux te les farcir une par une. Ouais, complètement. Complètement. Et pour revenir à la question là sur les 90% de déviations mineures, voilà, je pense que le benchmark, on pourra présenter un truc la prochaine fois, mais à 75% de déviations mineures, 20% de majeures, 5% de critiques, grosso modo, c'est un bon élément pour se dire, tiens, est-ce qu'il faudrait que j'aille creuser dans mon portefeuille déviation parce qu'il y a un truc qui va pas. Par exemple, si j'ai 70% de majeur, ça peut être un point d'alerte de se dire soit mon filtre il n'est pas adapté et je surestime la criticité de mes déviations, soit j'ai des vrais problèmes de production et il faut que je m'inquiète carrément parce que ça sent pas bon. Mais voilà, et du coup, ce 75% de mineurs, pour moi, c'est un bon élément de prime abord pour se dire faut aller creuser parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va pas. Ok. Bon bah écoute, on a un peu dépassé, mais pas de beaucoup. On a eu quelques problèmes techniques qui seront peut-être transparents au montage. Enfin, en tout cas, merci à tous, merci pour vos superbes questions, c'est top. Venez, n'hésitez pas à venir avec vos problèmes un peu même plus spécifiques, on essaiera de les rendre anonymes, etc. C'est toujours vachement intéressant de pouvoir discuter sur des vrais problèmes. Nous, avec nos interventions et tout, on peut voir pas mal de labos, on a pas mal de différents trucs, donc on peut continuer à parler de notre expérience, mais c'est plus marrant si c'est vous qui venez avec vos demandes. Et puis, bah, écoutez, n'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas non plus à repartager des photos, enfin, je sais pas si vous êtes dans le live, des captures d'écran ou des machins comme ça. C'est ça qui nous aide vachement à ameuter plus de personnes, comme ça on aura plus de questions, plus de benchmarks. Donc ça serait cool. Complètement. Et puis, bah écoutez, merci à tous. Et la prochaine fois, on parlera de la gravité. On parlera de la gravité. Et puis, bah, ouais, on fera aussi un petit point sur le benchmark d'aviation. Complètement. Voilà. Merci à tous. Okay. Et à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt.